Elle est le symbole de la liberté, de la démocratie, symbole aussi des États-Unis et de ses liens avec la France. Une femme debout, monumentale, brandissant une flamme. La Statue de la Liberté a plus de 130 ans et est l'un des sites les plus visités au monde. Mais il faut savoir que sa construction fut laborieuse. À l'origine, il s'agissait d'un projet complètement fou et notre invitée aujourd'hui s'y est intéressée. Luce Lebar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la directrice de collection de la Société française de photographie. Vous vous êtes intéressée beaucoup aux photographies qui ont accompagné ce projet de Statue de la Liberté, qui était quasiment une campagne de publicité. Alors, on va certainement y revenir dans cet entretien. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait que la Statue de la Liberté a été créée? C'est Bartholdi, on sait que c'est associé au nom de Bartholdi, mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il a voulu faire cette statue? Alors Auguste Bartholdi lui-même fait remonter l'origine du projet à un dîner qui avait été organisé en 1865 chez le républicain juriste Édouard de La Boulay, qui a suggéré l'idée à ce moment-là de faire un monument dédié qui honore l'amitié franco-américaine et en même temps l'anniversaire, le centenaire de l'indépendance des États-Unis. Donc ça c'était l'idée de départ, donc voilà. une utopie, les liens entre la France et les États-Unis, la démocratie, la déclaration d'indépendance. Ça a mis quand même 20 ans à être construit. Il y a eu plein d'étapes. Ça a été construit en France. Il a fallu la démonter. Pourquoi ça a pris tant de temps? Alors, notamment pour des histoires de financement et aussi parce que le projet était colossal et qu'il a été effectivement produit uniquement avec des fonds propres ou des fonds. L'État n'a pas contribué ni en France ni aux États-Unis. Donc c'était que des fonds privés. Alors donc ce qu'on comprend, parce que ces photos on peut les découvrir à Arles notamment, autour des rencontres de la photo. Les photos ont accompagné ce projet comme une campagne de publicité, même comme des teasers. En fait, on a l'impression que c'était fait comme aujourd'hui. On mettait des petites photos pour attirer les gens, le public. Elle a été aussi exposée à différents endroits, expositions universelles. Comment ça s'est passé alors justement cette levée de fonds et quel est exactement le rôle de la photo dans cette levée? Alors justement, il est assez primordial le rôle de la photo, c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition avec Sam Sourzé, puisque Sam Sourzé, qui est directeur des rencontres d'Arles, était aussi co-commissaire de l'exposition. C'est que Bartholdi lui-même était photographe. Au tout début de la photographie, en 1856-55, il part en Égypte et il découvre l'architecture colossale. Il découvre aussi en 1867, après les constructions gigantesques du canal de Suez, très industrielles, etc. Et il est fasciné par cela. Et au départ, il a en tête l'idée de faire une statue monumentale et il fait un projet qui va ressembler énormément à celui de la Liberté, mais il le fait pour l'Égypte et c'est l'Égypte apportant la lumière à l'Asie. Et parce que c'était pour l'Égypte, en fait. Pour l'Égypte. Pour le début du canal, l'entrée du canal de Suez. Exactement. Exactement. Ça, c'est en 1869. Et il va voir le khedive Ismaël Pacha en Égypte et Ferdinand de Lesseps, qui est le développeur, le promoteur du canal de Suez, qui, en fait, n'accepte pas le projet. Et quand va se poser, quand va s'affirmer la possibilité de faire une statue commémorative aux États-Unis, il va se réinspirer de cette femme géante qui était déjà un phare et qui était déjà drapée et qui tenait déjà dans la main une lampe, mais qui était voilée alors. Alors, on participait à ce projet des grands noms de l'architecture, des grands constructeurs français. Donc Bartholdi, on l'a dit, qui a aussi fait le lion d'Enfer, qu'on peut voir à la place d'Enfer Rochereau à Paris. Viollet-le-Duc, qui a améliorer Notre-Dame, même Eiffel, Gustave Eiffel, comment il est arrivé dans ce projet? Alors, Viollet-le-Duc, que Bartholdi consulte en premier et qui pense une première structure de fer, meurt en 1879. Néanmoins, la construction de la statue a commencé dans les ateliers Gagé et Gauthier, qui étaient les ateliers où travaillait Viollet-le-Duc. En 79, Bartholdi va contacter Eiffel, qui s'était déjà l'entreprise de Gustave Eiffel, qui s'était déjà fait remarquer par plusieurs constructions, notamment le viaduc de Garabit.
du coup, Eiffel se lance dans l'aventure via notamment son ingénieur Koechlin, qui est un de ceux qui est un peu à l'origine de la Tour Eiffel aussi, et qui a aussi pensé une structure d'acier innovante pour la statue, parce que Bartholdi voulait que cette statue soit encore là dans 500 ans, voire dans 1000 ans. Donc il fallait qu'elle résiste. Et en fait, sa technologie à Eiffel, elle permettait en fait un mouvement à la statue avec les vents. Un peu, c'était en même temps, si vous voulez, c'est un peu précurseur aussi du principe des skyscrapers, des gratte-ciel. Un grand nom aussi américain entre dans le jeu, Pulitzer, qui a donné le nom au prix Pulitzer, un grand prix de journalisme. Alors Pulitzer, à l'époque, il avait un journal. Et c'est lui finalement qui permet que véritablement la statue soit installée à New York, c'est ça? Ouais. Alors ça, c'est un très beau moment et un moment assez historique puisqu'on peut considérer que c'est une des premières aventures de crowdfunding. Pulitzer. Alors crowdfunding en français, on dit de quoi? De financement participatif. De financement participatif et populaire. Puisque en France, on avait créé le comité franco-américain qui avait lancé une souscription qui était réservée quand même souvent à des élites. Là, ce que fait Pulitzer, c'est que il se met dans son journal à parler au peuple. Et il écrit aux gens en leur disant il faut trouver de l'argent, il faut financer la statue, il faut que ce soit vous, le peuple, qui l'a financé. C'est pas une histoire de milliardaires. De toutes les manières, ils n'ont rien donné, ils donneront rien. C'est à nous d'en faire. Elle nous appartient, un symbole de liberté. Voilà. Et il est très, très intelligent. Il publie au fur et à mesure des dons, dans son journal, la somme collectée. Donc, au fur et à mesure des tirages qui augmentent, d'ailleurs, la somme augmente. Et le nombre de tirages, d'ailleurs, est aussi indiqué sur la première page. Donc, on voit ces deux chiffres qui augmentent. Il s'approprie aussi le symbole de la liberté qui devient le logo de son journal, entre deux globes. Et il publie aussi des lettres des gens, y compris des enfants qui, des fois, envoient 3 fois rien comme sous, mais une lettre très touchante, affective et ça. Donc, si vous voulez, il crée de l'événementiel qui touche tout le monde. Et il arrive, en très peu de temps, en 4 ou 5 mois, il arrive en novembre 1885 à lever $100 000. Et ça fait la pleine page et le titre. On peut enfin construire le pédestal de la statue. Voilà, donc c'est financement participatif, comme quoi Kiss Kiss Bang Bang n'a pas tout inventé. Vous, à titre personnel, pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire et à ces photos? Alors, à l'origine, c'est une idée de Sam Sourze qui avait visité le musée Bartholdi à Colmar avec sa famille. Et qui venait de Colmar, Bartholdi? Oui, alsacien de Colmar, et donc son musée, l'exposition et le livre sont vraiment à 95% faits de ces images que le sculpteur a lui-même produite et conservée, ou alors collectionnée, parce qu'il en collectionnait. Et il avait été titillé par un immense panoramique, Sam Sourze, de la baie de New York vers 1870, que Bartholdi avait retouché en peignant une petite silhouette, celle de la statue, qu'il imaginait déjà être sur l'île de Bedloe dans les années 1871. Alors, vous êtes encore pour pas très longtemps à la tête, donc directrice des collections de la Société française de photographie. C'est quoi cet organisme? C'est un organisme, une institution publique qui concerne les archives? Non, alors c'est privé, la Société française de photographie. Depuis 1854, c'est une association, des premières associations de photographes en France, qui a été fondée par des gens comme Gustave Legret, Hippolyte Bayard. Gustave Legret est probablement celui qui a formé Bartholdi à la photographie à l'époque, avant 1854, avant qu'il ne parte en Égypte avec le peintre Jérôme. Et la SFP, depuis l'origine, a constitué une collection par des dons, les dons de ses membres. Et cette collection s'est accrue. Elle est classée monument historique aujourd'hui. L'association est reconnue d'utilité publique. Et elle conserve des joyaux, des incunables de la photographie, comme le premier daguerréotype de Daguerre, des photographies de Niepce. C'est une association qui conserve surtout une histoire, je dirais, de l'innovation en photographie. C'est-à-dire qu'on va trouver notamment les premières photos en couleur, les premiers essais de photos transmises à distance. Alors justement, à propos d'innovation, aujourd'hui, ce sera peut-être la dernière question. On est quand même dans un monde où on est plus
dans la conservation, mais plutôt dans la circulation des images. Tout un chacun est photographe. Il n'y a peut-être jamais eu autant d'images qui circulaient au monde. C'est quoi le sens de la photographie encore aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens d'être photographe professionnel ou pas, de conserver des images? C'est quoi les grandes problématiques aujourd'hui concernant la photographie? Alors, je dirais que le festival d'Arles, pour ça, nous offre une panoplie de toutes les tendances et les dynamiques qui occupent le monde de la photographie. Et il y a quelque chose de crucial aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est de conserver le mieux possible, dans l'état où ils sont, les documents du passé, c'est-à-dire les documents analogiques, les images qui sont des objets, les plaques de verre, toutes ces traces de documents qui forment une archéologie un petit peu de la photographie aujourd'hui, et une archéologie des pratiques contemporaines. Parce que la circulation des images, ça a toujours existé, mais à une échelle beaucoup moins rapide, en fait, pas à la même échelle. Moi, je pense que le gros enjeu, c'est de tous ces liens à créer entre le présent, le futur, le passé, et à entretenir, le travail qui est fait avec les artistes, entre les artistes, les archives, en même temps tout ce qui peut rassembler des communautés autour de l'image, autour de faits qu'on peut revisiter grâce à la photographie, des faits historiques, des faits sociaux, des faits économiques. Une mémoire des différentes époques. Merci beaucoup, Luce Lebar. Ce sera la fin de cet entretien. Donc l'exposition peut être vue à Arles, aux Rencontres de la photo, et on peut aussi voir le livre, le catalogue de l'exposition aux éditions Au Seuil. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet entretien. Vous pouvez continuer à suivre l'info sur France 24.